Il fait bouger les lignes selon la formule consacrée, mais 2 mois après son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump est loin d'avoir mis fin à la guerre en Ukraine en 24 heures comme il l'avait promis durant sa campagne. Alors parlons vrai, est-ce que 2 mois après l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, les Américains sont encore des alliés fiables pour les Européens? Et à cette question, 2 mois après son arrivée à la Maison-Blanche, Trump a-t-il vraiment bouleversé la géopolitique mondiale? Vous dites oui à 89%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec notre invité Olivier Piton qui est avec nous, avocat à Paris et à Washington, ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord et auteur de livres sur la politique américaine. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger. On peut tout dire de Donald Trump, mais tous ceux qui étaient nombreux, qui allaient penser qu'il allait faire bouger les lignes, eh bien, avaient totalement raison. Qu'on considère que Trump soit le meilleur ou le pire, ou parfois alternativement le meilleur ou le pire, eh bien, avait raison. Et je mets modestement dans cette catégorie. Ce que je n'imaginais pas tout de même, c'est sur d'autres plans le caractère totalement erratique de sa présidence. Mais pour l'Ukraine, on est obligé de considérer qu'il a fait bouger les lignes. Certes, il ne l'a pas fait en 24 heures, mais le monde, dans ce secteur précis, est un tout petit peu moins menaçant qu'il l'était avant qu'il arrivât. Et donc, deuxième élément, heureusement que l'Europe s'en est mêlée, sinon on avait une paix très rapide, exclusivement aux conditions russes. Écoutez, pour une fois, je ne vais pas être d'accord avec Philippe Bilger parce que il a fait bouger la situation en Ukraine. Je veux bien, la situation avance, mais c'était facile à partir du moment où il a tout cédé à Vladimir Poutine. C'est pas compliqué de faire avancer les choses quand on concède tout à l'envahisseur. Donc, en effet, on marche vers une paix, mais tout le questionnement qui se mène en Europe et en France, c'est de savoir à quel prix on est en train de réaliser cette paix. Est-ce que c'est un prix qui est trop important et qui fait peser un risque sur la géopolitique mondiale à moyen terme, parce que on remet même en cause les principes de souveraineté territoriale et d'intégrité des frontières, ou est-ce que c'est une paix qui est négociée de manière pragmatique et efficace? Moi, je suis pas encore tout à fait décidé, mais très franchement, je trouve que Trump a lâché l'Ukraine en race campagne et qu'il met le pied sur la joue d'un pays qui est déjà en grande difficulté, surtout quand je le vois dire qu'il a envie de s'approprier les ressources énergétiques de l'Ukraine. Je trouve ça vraiment scandaleux. Et pourtant, je suis vraiment pas un anti-Trump primaire. Sur les autres dossiers, on pourra en parler plus tard, mais bon, voilà, sur la question israélienne, ça n'a pas non plus été très tonitruant. Le gars. Alors, à titre personnel, je vais essayer d'avoir les propos les plus mesurés possibles, et j'avoue que j'ai du mal. On va vous faire une camomille. Oui, je pense. Mais il va peut-être même falloir me les mettre en perfusion. Les sachets avec. Trump dépasse à mon sens non seulement l'entendement, mais les pires scénarios imaginables. Et autant la première présidence de Trump, j'étais pas un fan. Non plus sur un certain nombre de sujets, mais je trouvais qu'il y avait un traitement médiatique qui lui était pas toujours juste. C'est-à-dire que certaines des mesures pouvaient être défendues, d'accord, pas d'accord, peu importe. Mais il y avait une forme de cohérence. On ramène l'industrie aux États-Unis, on essaie de faire un bras de fer avec les pays qui bénéficient des délocalisations. Je peux entendre, on peut ne pas être d'accord, mais on peut entendre. Là, non seulement c'est erratique, mais par-delà l'erratique, il y a quelque chose de très gênant, parce que suivant l'actualité, pour avoir vécu moi aussi aux États-Unis, je regarde un peu de presse qui s'y passe, et je suis très très inquiet, parce qu'en réalité, il y a une ligne droite, il y a une ligne, soit qui godille de temps en temps sur le plan international, mais il y a une ligne qui est une technique finalement de voyou, c'est si je peux tordre le bras pour prendre le portefeuille, je tords le bras, si je suis plus fort, je tordrai les 2 bras, si je ne le suis pas, je m'allie avec. Et ce qu'il est en train de faire ressemble à s'y méprendre, à la version américaine, avec beaucoup plus de bémols à rajouter évidemment, mais à ce que Poutine fait. Il pille un pays qui est en état de demande et de défense, il lui met une pression pour abandonner Koursk pour être plus facilement malléable le jour où on devra signer des accords, il impose, ou il envisage d'imposer, parce que les fuites le disent quand même, des abandons territoriaux qui sont pas acceptables, il oublie les crimes de guerre, il a retiré les Américains du comité ou de la commission qui enquête sur les crimes de guerre de Boutcha et des autres villes, il a retiré les équipes. En quoi est-ce utile, si ce n'est aller tendre la main à Poutine pour lui dire, vous inquiétez pas, sans les Américains, ils auront plus de mal à démontrer les crimes de guerre qui pourtant ont déjà été matériellement démontrés. Ces actions-là, plus toutes les autres en interne, où on fait taire la presse, où on poursuit des gens, on a quand même un scientifique français refoulé,
Vous le savez ça, oui, il y a 48 heures ou 72 heures, pour avoir eu le malheur d'avoir dans son portable, qu'on lui a fouillé à la frontière, des tweets, pas des tweets, des échanges privés entre différentes personnes, dont lui, critiquant Trump. Et on lui a interdit l'accès aux États-Unis, on l'a gardé sous le coup de 24 heures, renvoyé en France, conserver son portable et conserver son ordinateur. Ce sont des méthodes de voyous, ce sont des méthodes, pardon du nom, mais il n'y a pas d'autre qualification, fascisantes, qui sont en train de se mettre en place. Olivier Piton, vous êtes avocat en France et aux États-Unis. Vous avez entendu les vraies voix. On ne peut pas dire qu'elles soient des grandes fans de Trump. Est-ce qu'on a le même ressenti outre-Atlantique ? Alors c'est beaucoup plus compliqué outre-Atlantique. En tout cas, je rejoins pas mal de choses qui ont été dites. Il faut bien comprendre que effectivement il y a une ligne, mais c'est une vieille ligne et c'est ça en fait le paradoxe, c'est que là encore, comme c'était le cas durant le premier mandat de Donald Trump, l'Amérique retourne dans son lit. C'est quoi l'obsession américaine ? Ce n'est absolument pas l'Ukraine. En fait, l'Ukraine est un sujet totalement secondaire, pour ne pas dire plus, aux États-Unis. En revanche, l'obsession première, c'est la Chine. Et on sent bien qu'aussi bien sur la recherche des métaux rares, ce que les Chinois ont commencé à faire depuis de nombreuses années, que sur cette volonté de trouver un moyen de séparer cet accord, cette alliance qui ne se dit pas son nom, mais qui est en train de se mettre en place entre la Russie et la Chine, est la véritable obsession de l'administration américaine, et je dirais même de l'administration américaine au-delà de Donald Trump. C'est-à-dire que Joe Biden, depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, les Américains sont complètement coincés dans cette logique qui leur échappe, où en fait les Russes et les Chinois se rapprochent de plus en plus. Et finalement, Donald Trump a tranché dans le vif en disant de manière extrêmement brutale, on va lâcher l'Ukraine parce que l'essentiel, ça reste la Chine. Et pour contrer la Chine, il va falloir qu'à un moment ou à un autre, les Chinois et les Russes, on arrive à les séparer. Et quand on a cette grille de lecture, on comprend malheureusement un petit peu mieux pourquoi les Européens sont mis de côté. Pourquoi est-ce que finalement on a les yeux doux pour Vladimir Poutine et pourquoi est-ce qu'au bout du compte, on est prêt déjà à céder un certain nombre de points avant même que la négociation ait vraiment eu lieu, puisqu'en fait, elle n'a pas véritablement débuté. Tout simplement parce que pour les Américains, l'enjeu, il n'est pas l'Ukraine, l'enjeu malheureusement n'est pas là, et on pourrait en parler très longtemps de cette espèce d'abandon. Il est d'abord dans l'obsession de la Chine et d'essayer au maximum d'éviter que Russes et Chinois ne forment une grande alliance. Et quand on a ces grilles de lecture, on comprend un peu mieux la position des Américains, au-delà même de Donald Trump. Olivier Piton, sur la stratégie de Trump depuis 2 mois, cette démultiplication d'annonces, on n'a même plus le temps ni de s'indigner, ni de commenter, tellement il y a une déferlante d'annonces. Est-ce que c'est aussi une stratégie ? En bon français, du carpet bombing d'annonces. C'est une révolution à laquelle on assiste aux États-Unis. C'est rare quand même que la droite de l'échiquier soit révolutionnaire. Enfin, depuis de très très nombreuses décennies, ça n'était pas arrivé. On a affaire à une véritable révolution, et c'est une révolution totalitaire ou étatique, puisqu'en fait elle est libertarienne, c'est-à-dire que ce à quoi on est en train d'assister est un bouleversement total et une innovation totale de tout ce que l'on a pu connaître dans le passé. Donc effectivement, on a affaire à un véritable rouleau compresseur, et je rejoins complètement l'idée du carpet bombing, c'est-à-dire tous les jours, ou même 2 fois par jour, on a une nouvelle annonce, parce que l'idée, effectivement, c'est d'abord de transformer de manière révolutionnaire la société américaine. Est-ce qu'il y arrivera ? Est-ce qu'il n'y arrivera pas ? Il y a une digue qui tient, c'est la digue des juges qui, pour l'instant, ne cède pas, y compris la Cour suprême, d'ailleurs, on l'a vu il y a 3 jours. Mais en tout état de cause, on n'est pas dans un régime normal. On est dans une véritable révolution. Et là encore, l'idée est effectivement d'être extraordinairement radical. Et le trio, c'est-à-dire Trump, Musk, Vance, est complètement dans cette radicalité.